La première explication, c'est que j'étais peut-être une sorte de hipster des stages. Voilà, je voulais pas faire comme tout le monde. Mais surtout, en fait, j'ai vraiment choisi à chaque fois sur des fiches de poste un contenu de mission qui m'intéressait. Et j'ai jamais trop su ce que je voulais faire quand je serais grand. Et je dois dire que je sais pas si aujourd'hui, enfin, j'ai un peu progressé dans ma réflexion, mais c'est toujours en construction. C'est un vrai sujet à tous les niveaux de la juridiction, c'est tout simplement de réussir à obtenir du biscuit de la part des administrations, des requérants, parce que nous, en tant que juges, finalement, on ne peut se prononcer que sur la base des éléments qui nous sont fournis, et il faut qu'il y ait un débat contradictoire avec des éléments apportés des deux côtés. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast qui donne la parole à des jeunes fonctionnaires pour transmettre leur ambition pour la chose publique. En revenant d'abord sur leur parcours personnel, on essaie de comprendre le cheminement pour devenir fonctionnaire. Ensuite, on se concentre sur leur poste et sur leurs missions actuelles dans le service public. Enfin, des conseils très personnels sont donnés pour réussir les concours. Aujourd'hui, c'est au tour d'Alexis Gouin, 28 ans, maître des requêtes au Conseil d'État, de revenir d'abord sur son expérience dans les terres australes, son goût pour la littérature et l'éloquence, avant d'évoquer plus en détail ses fonctions au Conseil d'État, la plus haute juridiction française de l'ordre administratif. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast et à le partager à 2 personnes autour de vous si vous aimez le contenu, car ça aide pour la visibilité. Enfin, ce podcast est produit avec le soutien de la CASDEN, la Banque des agents de la fonction publique. Bonne écoute. Bonjour Alexis. Bonjour David. Merci d'être ici pour parler de ton parcours, du Conseil d'État et de tous les conseils que tu peux donner aux étudiants. Je vais d'abord te présenter. Alexis Gouin, tu es né en 1995 à Orléans. Tu commences le post-bac en 2011 avec un double cursus à Sciences Po à l'université Paris-Sorbonne en histoire, et tu feras ta 3e année à Oxford en étudiant l'histoire de l'Antiquité tardive. Tu reviens à Paris en 2014 où tu suis le master Affaires publiques de Sciences Po dans l'objectif de présenter les concours administratifs. Tu prends une année de césure entre ton M1 et ton M2 où tu fais d'abord un stage de 6 mois au sein du cabinet Allen et Overy sur le premier semestre. Puis tu traverses tout le globe pour aller à Saint-Pierre-de-la-Réunion pour un stage auprès du secrétaire général des terres australes et antarctiques françaises pendant 6 mois. Tu reviens à Paris pour finir ton Master 2 et tu seras stagiaire au département de l'action territoriale au ministère du Travail sur le projet du Code de travail à Mayotte sur cette deuxième partie de Master 2. En même temps, tu présentes le concours de l'École nationale d'administration et tu le réussis du premier coup à la fin de ton Master 2. On est en décembre 2017. Tu es de la promotion Molière de l'ENA 2018-2019 avec notamment 3 stages successifs, un à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles, un stage à la préfecture du Var et un stage entreprise chez Eiffage. Tu sors de l'ENA et tu choisis le Conseil d'État en poste de sortie. En janvier 2020, tu commences en tant qu'auditeur et désormais, depuis mars 2023, tu es responsable du centre de recherche et de diffusion juridique. À côté de ça, tu donnes aussi quelques cours de droit public à Sciences Po. Alexis, c'est quoi ton plus beau souvenir sur ton parcours personnel ? Alors mon plus beau souvenir, je vais en choisir un, je ne sais pas si c'est le plus beau, mais en tout cas c'est un souvenir moi, qui m'a beaucoup marqué. C'est ma participation au concours d'oratoire de Sciences Po, le prix Philippe Séguin. Donc à l'époque j'étais en 2e année, dans mon esprit je venais encore un peu d'arriver à Paris, et puis j'étais assez jeune, j'avais 17 ans à l'époque. Et j'avais découvert l'oratoire en arrivant à Sciences Po, dans le cours notamment donné par Bertrand Perrier, qui avait été une super expérience pour moi, voilà, de découvrir cette prise de parole, avec à la fois un aspect évidemment sérieux de construction, d'argumentaire, de défense des idées, mais aussi un aspect plus amusant, un peu humoristique, de spectacle, quoi, je pense qu'il me plaisait aussi. Et puis voilà, j'ai eu la chance dans ce gros concours qui, au début, au premier tour, il devait y avoir à peu près 200-250 personnes, d'arriver en finale dans le grand amphi Boutmy et puis de remporter le prix à la fin. Et c'était un moment assez génial de s'exprimer comme ça devant à peu près 500 personnes. Au premier rang, il y avait le jury dont Gérard Larcher qui était là pour le présider. Et voilà, j'en ai gardé un souvenir assez incroyable de ce moment, ce sentiment de par la parole, par ce loisir que j'avais développé, de trouver à la fois cette audience, cette capacité à se représenter et puis à faire quelque chose d'un peu hors cadre, quoi, qui n'était pas purement académique, scolaire. Donc ça, c'est pour moi un très très grand souvenir. Tu t'es pris au jeu de l'art oratoire. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque pas aujourd'hui en tant que juge administratif ?
Gagner le prix Seguin, c'est quand même quelque chose. Je pense que voilà, tu l'as dit toi-même, il y a 250 personnes qui passent chaque année. C'est 3 tours. Enfin, c'est quelque chose d'assez fort. Souvent, derrière, les personnes font avocat, font la conférence du stage, aiment bien ce rôle de plaidoirie. Tu t'es plutôt orienté pour le droit public, pour les concours, sur des choses qui ne mettent pas forcément trop en avant cette compétence que tu as acquise. Non, c'est une bonne remarque. Bah, du coup, je participe à des podcasts pour retrouver un peu de prise de parole. Non, c'est vrai que... Alors, deux choses. La première, c'est que malgré tout, la prise de parole en public, la capacité à défendre ses idées de manière structurée, c'est quelque chose qui est extrêmement utile dans tout un tas de contextes professionnels. Enfin, c'est un peu une banalité que je dis là, mais c'est vrai, y compris au Conseil d'État où, même si ce n'est pas en grand public, on a des phases de délibération collégiale qui sont quand même assez soutenues et dans laquelle la capacité d'expression est très valorisée et très utile pour faire passer ses idées de manière à la fois concise et efficace. Après, voilà, c'est sûr que c'est pas quelque chose que je développe comme le développerait un avocat. Bon, je pense que ça fait aussi partie un peu de la vie. Et puis, d'une certaine façon, je voyais ça comme un hobby. Et donc, voilà, j'ai pas fait de mon hobby ma profession, mais comme beaucoup de gens qui, quoique passionnés pour voilà, les maracas, ne deviennent pas forcément professionnels dans le domaine. Et donc, voilà, je me suis orienté vers autre chose, mais qui me donne aussi beaucoup de satisfaction sur d'autres niveaux. Parce que là, on est en deuxième année donc à Sciences Po. Pour l'instant, tu te vois comment? Tu rêves de la fonction publique, tu te laisses découvrir ta passion pour l'histoire, puisque tu vas après à Oxford poursuivre en histoire de manière approfondie. On est encore dans cet état de découverte, de curiosité? Ouais. Mais j'ai jamais trop su ce que je voulais faire quand je serais grand. Et je dois dire que je ne sais pas si aujourd'hui, enfin, j'ai un peu progressé dans ma réflexion, mais c'est toujours en construction. Quand j'étais en deuxième année à Sciences Po, honnêtement, je n'avais pas d'idée très précise de mon orientation. D'ailleurs, quand j'étais à Oxford, j'ai failli rester, enfin j'ai failli candidater pour rester en doctorat, puisqu'on peut enchaîner directement là-bas sur ce qu'ils appellent un DPhil après sa troisième année. Une autre piste d'orientation qui a longtemps été dans la balance, c'est le métier d'avocat, moi, que je trouve un très beau métier à la fois sur la technique et puis sur voilà, un certain nombre de valeurs. Enfin, voilà, puis la participation au service public de la justice aussi de l'autre côté de la barre qui aurait pu me tenter. Et finalement, je dirais, au terme d'une mûre réflexion pendant ma troisième année, la pièce est tombée du côté des concours administratifs. Mais pour autant, tu fais quand même un stage au sein du cabinet Allen et Overy, un cabinet anglo-saxon. C'était pour te convaincre que, ok, je l'ai fait, je sais ce que c'est un cabinet d'avocat de manière concrète, 6 mois. Je pense qu'au niveau de ton parcours où tu étais entre ton M1 et ton M2, tu avais l'équivalent de stagiaire d'université de droit, donc tu devais sans doute avoir des dossiers assez intéressants ou des recherches assez intéressantes. Tu t'es dit, bon, pas de regret, c'est pas fait pour moi? Alors, je dirais qu'à ce moment-là, j'étais quand même déjà assez résolu à passer les concours, donc je l'ai plus fait en me disant que ce serait une expérience un peu différente dans un autre domaine, au contact aussi de clients du privé, avec d'autres méthodes, et puis la capacité aussi d'acquérir une compétence un peu technique en droit public. Voilà, après c'est un stage que j'ai beaucoup aimé, mais dans mon esprit, à ce moment-là, j'étais quand même déjà assez décidé pour le secteur public. Tu étais décidé pour la fonction publique, mais est-ce que c'était une décision par rapport plus à une matière, à un attrait pour le droit public, à un attrait pour... parce que le droit public, c'est aussi la mise en œuvre du service public, de l'action administrative, ou est-ce que tu avais aussi d'autres préférences, l'histoire, l'économie, la culture générale Alors je dirais que le droit public, c'est un intérêt thématique, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi la fonction publique. Il y avait deux choses, je dirais, ouais, la première, le premier grand facteur de choix, je pense, c'est le côté très généraliste, qui avait encore ce choix pour la fonction publique, qui permet, et ça je le constate tous les jours, à la fois moi-même dans mon poste, mais aussi par mes camarades de promo, qui permet quand même d'embrasser à peu près tout le champ des activités sociales, à travers leur régulation, les aides économiques, leur surveillance, enfin tous les rapports que peut avoir la puissance publique avec les activités sociales diverses et variées. Et puis généraliste aussi par la typologie des postes qu'on peut occuper, qui est quand même assez incroyable. Enfin, quand on y réfléchit à la sortie de l'INSP, de l'ENA, entre le métier de juge, le métier de directeur de cabinet en préfecture ou un métier de chef de bureau en administration centrale, enfin, c'est quand même vraiment trois choses très différentes qui peuvent mobiliser des compétences similaires, mais qui, malgré tout, sont quand même assez diverses. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il y a beaucoup d'autres carrières comme ça, où on a cette possibilité non seulement de choisir, mais même encore après de passer d'un monde professionnel à l'autre avec autant de facilité.
Donc ça, je dirais que c'est le premier aspect, le côté généraliste, moi qui me plaisait bien et qui se traduit d'ailleurs aussi puisque tu utilises les références dans les matières du concours, voilà. Et puis le deuxième aspect, moi, qui m'intéressait évidemment, mais je pense que c'est l'intérêt pour le contenu aussi, voilà, de l'action publique. Forcément, travailler pour l'État, pour les collectivités, pour un établissement public hospitalier, ça nous donne quand même une vision un peu spécifique sur les choses, avec voilà, une diversité de sujets, d'intérêts à équilibrer mutuellement dans la décision publique, la prise en compte des contraintes juridiques, des contraintes financières, qui, je trouve, voilà, donne à l'action publique quand même un côté très stimulant, qui existe peut-être ailleurs. Enfin, moi, je n'ai pas des grosses expériences dans le privé qui me permettraient de comparer, mais en tout cas qui, je trouvais particulièrement passionnantes. Et c'est des compétences que tu as pu avoir sur tes 2 stages suivants, qui sont d'ailleurs assez originaux, si je peux me permettre, parce que quand on est sur des profils Sciences Po, et je le vois aussi sur les invités que j'ai dans mon podcast, très souvent la case Conseil d'État, et moi-même je l'ai passé, hein, donc la case Conseil d'État est cochée. Toi, tu as plutôt préféré travailler sur les terres australes antarctiques françaises, qui est quand même quelque chose qui est aussi méconnu et je pense assez riche, assez intéressant. Et après, derrière, revenir pour un stage au ministère du Travail. T'as pas forcément pris, on va dire, les grandes institutions, Cour des comptes, Inspection générale des finances, Conseil d'État. Je dis grandes institutions, mais il n'y a pas de péjoratif, mais c'est juste que c'est l'attrait des étudiants à Sciences Po. T'as cette diversité-là dans ces postes-là que tu fais en stage? Je sais pas. Alors, soit la première explication, c'est que j'étais peut-être une sorte de hipster des stages. Voilà, je voulais pas faire comme tout le monde. Mais surtout, en fait, j'ai vraiment choisi à chaque fois sur des fiches de poste un contenu de mission qui m'intéressait. Ça a été le cas pour les terres australes et antarctiques françaises, qui était vraiment une expérience passionnante. Parce qu'en fait, c'est une assez petite administration, mais qui fait un peu de tout et des choses qu'on ne fait pas beaucoup ailleurs dans le monde de l'État. On fait la logistique, y compris en monde polaire, on achète des bateaux, on gère une pêcherie, une pêche un peu particulière qui est la pêche à l'égine, on suit des programmes scientifiques, enfin voilà, en fait c'est une sorte de concentré d'activités qui sont à la fois chacune d'entre elles atypiques, mais qui en plus sont incroyablement diverses dans un tout petit organisme. Donc moi j'ai adoré cette expérience. Vous étiez combien d'agents? Alors écoute, j'ai plus le chiffre exact en tête. C'était un peu le stagiaire ENA avant l'heure D'ailleurs, en fait, à l'époque, il y avait un stagiaire ENA au taf et ils alternaient entre les deux semestres. Mais en gros, au siège, je pense qu'on était moins d'une centaine d'agents. Et après, tu as du monde dans les districts, Kerguelen, Crozet, Amsterdam. Donc voilà, c'est une petite structure voilà, par rapport un peu de type préfecture, en un peu plus petite, sachant que néanmoins, du point de vue de l'organisation, même s'il y a à sa tête un préfet, quand j'y étais une préfète, ça n'a rien à voir, quoi. Ça ressemble presque plus à un établissement public d'un genre un peu particulier. Et comment tu avais trouvé d'ailleurs cette fiche de poste? Parce que tu me disais en préparant l'entretien que tu avais refusé le Conseil d'État en stage. Ça, je l'avais pas dit. Tu me balances. Attention, là, faut. Non, ouais, effectivement, j'avais pas pris le stage au Conseil parce que je m'étais dit que c'était plus original de partir au taf. Je l'avais trouvé simplement sur le site de Sciences Po, comme quoi, voilà, des fois les bonnes vieilles offres, pas de réseau, juste envoyer une lettre de motivation sur une adresse mail, ça marche aussi. Ok, c'est très rassurant, tant mieux pour nos éditeurs. J'ai noté au tout début, quand tu me parles de ton souvenir, dans ton esprit, tu n'étais pas encore arrivé à Paris quand tu m'as dit j'arrive en deuxième année, je passe le concours Seguin. Tu as 17 ans, tu n'es pas arrivé à Paris. Ça veut dire quoi? Parce que moi, je trouve ça assez fort, cette notion un peu de territoire, différence Paris, tu viens d'Orléans. Raconte-nous un peu. Bon, alors déjà, faire Paris-Orléans, hein, c'est pas le plus dur, certainement. C'est 1 heure de train, donc psychologiquement et physiquement, c'était pas un si grand éloignement. Alors, je disais, je crois, je viens d'arriver à Paris, parce que voilà, dans mon esprit, j'étais encore un peu le nouvel arrivant, quoi. Ça faisait 2 ans que j'étais là à peu près dans mes petites chambres de bonne au 8e étage d'un immeuble du 16e. Et malgré tout, je me faisais toujours un peu l'idée, enfin, j'étais toujours un peu en train de découvrir, quoi, la vie parisienne, un monde un peu différent socialement, un monde intellectuellement aussi très stimulant, avec aussi bien mon cursus à Sciences Po que mes études à Paris 4 que j'ai vraiment adoré en histoire. Et voilà, il y avait après un décalage, je ne veux pas surjouer non plus. Enfin, moi, je me suis toujours très bien intégré à Sciences Po. Honnêtement, j'ai vraiment passé des années étudiantes qui étaient excellentes à tous égards. Donc, il n'y a pas du tout de regrets ou de difficultés ressenties rétrospectivement. Mais malgré tout, voilà, j'avais quand même un peu des étoiles dans les yeux à l'époque en arrivant là. Quand tu intègres le Conseil d'État à la sortie, tu avais des étoiles dans les yeux. C'est quoi le sentiment un peu le premier jour quand tu arrives au Palais Royal, le musée du Louvre? C'est quoi ce sentiment un petit peu?
Non, mais c'est un sentiment, ouais. Enfin, j'étais très content pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais le sentiment, et c'est un sentiment qui s'est totalement confirmé, que j'allais faire un métier qui me plaisait. Parce que voilà, le goût pour le droit public, le goût pour, on en reparlera peut-être, mais voilà, le métier de juge, la décision, la collégialité, le débat intellectuel, mais aussi sur le sens de l'intérêt général qu'on a tous ensemble à chaque fois qu'on délibère sur une affaire. Donc le métier. Deuxièmement, le sens de l'institution. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu pendant la procédure de sortie où on va voir différents employeurs un peu pour se renseigner. J'avais trouvé que c'était une institution qui avait voilà, un sens un peu collectif des valeurs. C'est une institution où il y a beaucoup de collectif, je trouve. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup plu quand je suis arrivé. C'est voilà, c'est pas un esprit de corps qui serait excluant, mais simplement voilà, le fait que les gens ont plaisir, je dirais, à être ensemble et à faire vivre quelque chose qui est un peu plus grand que la somme des parties. Donc ça, c'est vraiment très attachant, ça m'a beaucoup plu dès le début. Et puis voilà, c'est déjà pas mal pour un premier jour. Et surtout l'institution même architecturalement, c'est incroyable, quoi. C'est en plein centre de Paris. Ouais. Ouais, ça date du XVIIe siècle, c'était le palais cardinal de Richelieu à l'origine. Je vais les visiter aux Journées du patrimoine, donc je suis assez renseigné. Mais je dois dire que moi, j'ai jamais totalement arrêté de m'émerveiller, quoi. Quand j'arrive le matin, ça reste toujours un moment assez fort. Mais alors de ce point de vue-là, travailler pour l'État, c'est pas mal, parce et globalement pour le monde public, il y a quand même beaucoup de beaux bâtiments un peu partout. Hormis cette beauté du patrimoine architectural des institutions, est-ce qu'il y a une ambition que tu portes pour la fonction publique, toi en tant que fonctionnaire, dans ton quotidien? Alors, si c'est sur une ambition du quotidien, on va dire, moi je trouve quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on est jeune fonctionnaire, c'est aussi d'être un peu l'ambassadeur de la fonction publique, de son métier en particulier, et puis aussi généralement de ceux de la sphère publique. À la fois en interne à la fonction publique, parce que malgré tout, il y a aussi beaucoup de méconnaissances entre fonctionnaires, entre les versants de la fonction publique, entre les administrations entre elles. Et enfin, typiquement, moi, je sais pas, quand au Conseil d'État, j'étais en section administrative, ce qui n'est plus le cas maintenant, je recevais des commissaires du gouvernement, donc des représentants de l'administration pour échanger sur un texte. J'essayais toujours de faire ça de manière aussi constructive que possible, en discutant, en échangeant, peut-être aussi voilà, pour montrer qu'on peut avoir des relations de travail fluides, etc. Enfin, je trouve que ça, c'est très important, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, parce que finalement, les gens ne connaissent pas forcément bien la fonction publique, notamment s'ils n'ont pas de proches qui travaillent dans ce secteur, qui viennent d'un milieu qui s'en sent un peu éloigné. Moi, j'avais été très frappé quand je faisais mes fiches de droit public par le fait que les enfants de fonctionnaires en fait, rentrent beaucoup plus dans la fonction publique que les enfants de parents qui travaillent dans le secteur privé. Et finalement, voilà, ça montre aussi que sans vivre dans une société totalement cloisonnée, malgré tout, il y a beaucoup de méconnaissances et je pense que voilà, tout simplement parler de son travail, expliquer aussi l'action de l'État, des personnes publiques grâce à tout ce qu'on a appris au concours et décrypter un peu l'information pour les gens qu'on connaît, ça fait aussi partie de ce rôle un peu d'ambassadeur qu'on peut avoir au quotidien. Et tu l'assures aujourd'hui avec le podcast parfaitement, super. Et une dernière question que j'aime bien poser à la fin de cette partie 1, c'est un objet, une œuvre d'art, un livre, un film qui te semble signifiant pour toi, pour ce qu'est la fonction publique et peut-être plus précisément ce qu'est être juge aujourd'hui. C'est marrant que tu me poses cette question parce que j'avais réfléchi à proposer un cours optionnel à Sciences Po sur littérature et fonction publique ou littérature et administration, et je m'étais rendu compte qu'en fait c'était pas si facile de trouver parce que souvent la fonction publique est décrite à travers des personnages un peu comment dire, pour placer un personnage dans un contexte social, que ce soit le haut fonctionnaire, je sais pas, dans Europa de Romain Gary, l'ambassadeur, ou un employé au contraire, souvent frustré, marginalisé, mais voilà, c'est des représentations qui sont plus finalement par la marge. Mais alors, pour répondre à ta question en cherchant un peu en direct, peut-être pas un livre qui est un peu pour moi ce que les Anglais appelleraient a cautionary tale, c'est-à-dire quelque chose qu'on lit voilà, en avertissement ou pour se rappeler d'un risque. C'est un très beau livre de Hermann Hesse qui s'appelle Le jeu des perles de verre, qui parle d'une sorte de pays imaginaire, la Castalie, dans laquelle des gens plutôt intelligents pratiquent ce qu'on appelle le jeu des perles de verre, alors qui est une discipline qu'on imagine être un peu entre les mathématiques et le droit, de réflexion abstraite. Et en fait, tout le roman, sans le raconter en détail, parce qu'il est assez complexe,
raconte justement la vie d'un de ses étudiants qui est un maître du jeu des perles de verre et qui en fait va se retrouver confronté à une sorte de dialectique entre d'une part la pratique de cette espèce d'art et en même temps la confrontation au monde. Et moi c'est un livre que j'ai lu en fait quand j'étais à Bruxelles en stage ENA à la représentation permanente auprès de l'Union européenne, et c'est marrant parce que la Castalie à certains égards ça me rappelait un peu le monde européen, voilà, avec tout un tas de gens très très intelligents qui font des choses très complexes et par ailleurs très très utiles, mais qui en même temps, par certains aspects, peuvent donner ce sentiment d'éloignement parce que on est loin de son pays, des États qui gèrent les problématiques au quotidien, parce qu'on a un degré de technique à absorber qui est très important. Et j'ai trouvé que ce roman, Le jeu des perles de verre, finalement, incarnait bien cette espèce de tension qui existe toujours dans la fonction publique, au niveau européen, dans les juridictions, qui est cette tension entre finalement la tentation de faire de l'excellence, mais peut-être un peu centrée sur soi-même, et puis en même temps l'impérieuse nécessité de regarder autour de soi, de savoir ce qui se passe. Et voilà, je trouve que même si en lisant comme ça, on n'en a peut-être pas cette impression immédiate, c'est un très beau roman sur la fonction publique et puis aussi les défis auxquels elle fait face aujourd'hui. C'est de préférer l'efficacité plutôt qu'à la beauté technique, à la beauté du geste, à la beauté du rapport que tu rends à ton président de chambre, enfin la beauté, dans le sens il ne faut pas faire 150% sur un dossier, alors qu'à côté on traite des dossiers à 80% parce qu'on est en retard. Il faut juste faire correctement mais efficacement son travail. C'est un peu ça cette approche. Je trouve que c'était plus, moi je le lisais plus sur l'ouverture sur le monde, quoi, sur la société, de dire la fonction publique, les juridictions ne doivent pas devenir finalement un monde clos, et elles doivent rester toujours ouvertes sur le monde, à la fois par des échanges avec la société civile, par aussi le jeu des mobilités qu'on connaît bien dans la fonction publique, qui finalement participe à entretenir un peu cette relation avec la société qui nous entoure et à avoir une action, des décisions qui à la fin sont pertinentes pour l'intérêt général. Très bien, et donc on va pouvoir apprécier cette approche un petit peu de croisement, de mobilité et de connaissance de la société au travers de ton poste dans la partie 2, et tu nous expliqueras un petit peu en métaphore filée peut-être, je sais pas, mais voilà, c'est cette approche. Alexis Gohin, tu sors de l'ENA fin 2019 et tu choisis le Conseil d'État. Ça fait maintenant 3 ans, en tant qu'auditeur d'abord, puis désormais, depuis mars 2023, responsable du Centre de recherche et de diffusion juridique. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est le Conseil d'État ? Alors le Conseil d'État, en 2 mots, c'est 2 grandes missions. D'une part, la mission de juge suprême de l'ordre administratif, un peu la cour de cassation si on veut des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel. Et puis, d'autre part, c'est le conseiller juridique du gouvernement. Ça ne veut pas dire l'avocat du gouvernement, c'est un conseiller juridique indépendant qui est chargé, en vertu de la Constitution, de donner des avis sur les principaux projets de texte, notamment les projets de loi, pour assurer leur sécurité juridique et leur bonne rédaction. En termes de répartition sur ces 2 fonctions, quand toi tu arrives en tant qu'auditeur, c'est combien à peu près ? Alors au début, quand on arrive, on est uniquement affecté au contentieux. Pour donner un peu une idée, le contentieux au Conseil d'État, quand on arrive, on est rapporteur. Donc rapporteur, en gros, c'est le juge à qui on affecte les dossiers, qui va être la première personne à les traiter, à les voir et à proposer une solution. Les rapporteurs sont répartis en 10 chambres au sein de ce qu'on appelle la section du contentieux, qui est, on va dire, cette moitié contentieuse du Conseil d'État. Moi, j'étais en l'occurrence à la 7e chambre. Par ailleurs, au bout de quelques temps, moi ça a été au bout d'un peu plus de 2 ans, on est placé en double affectation. Donc la double affectation, c'est un mi-temps pour la plupart des gens, entre le contentieux, donc moi je suis resté à la 7e chambre de la section du contentieux, et en parallèle, on est affecté dans une section administrative où on est également rapporteur. Donc là, le rôle du rapporteur en section administrative, c'est de recevoir les projets de texte et de les analyser. Et moi, j'étais affecté à la section des travaux publics et la section compétente en matière d'environnement. Et il faut savoir qu'à l'échelle du Conseil d'État, en termes de répartition des effectifs entre les 2 fonctions, c'est aussi à peu près du 50-50. Tu étais sur cette section des travaux publics, ça faisait un peu le lien avec la 7e chambre. La 7e chambre, c'est la chambre sur les contrats publics. Je le sais parce que voilà, j'avais fait mon stage au Conseil d'État sur cette chambre-là, mais il y a 10 chambres avec chacune leur spécificité, le droit fiscal, etc. Tu as pu choisir cette chambre, tu as une attirance particulière pour les contrats publics. Comment ça se passe en fait ton arrivée au-delà de la procédure de choix à la fin de la scolarité à l'ENA où tu rencontres d'autres administrations, mais quand tu arrives au Conseil d'État?
Alors quand on arrive au Conseil d'État, s'agissant déjà du choix de la Chambre, la tradition dans les dernières années, ça a plutôt été d'en discuter au sein des gens qui sortent dans une même promo de l'ENA et ensuite de discuter entre nous et de se répartir un peu entre guillemets les choses. Vous étiez 5 à sortir, c'est On ça? était 4, nous, notre 4. année. Historiquement, c'était 5, effectivement, et puis il y a eu une réduction dans les dernières années de l'ENA avant la réforme. Et ensuite, quand on arrive dans une chambre, le processus d'arrivée, je trouvais très bien fait. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours le cas dans les administrations, mais aussi dans les entreprises. Là, on est vraiment très bien accompagné, notamment grâce à quelque chose qui existe depuis des décennies, qui est le mentorat. Tous les nouveaux arrivants, et quel que soit leur niveau d'expérience, même les anciens directeurs d'administration centrale qui intègrent le Conseil d'État, ont un mentor qui va en quelque sorte être leur guide au contentieux, à la fois sur des compétences formelles, mais aussi parfois sur des codes, sur des modes de fonctionnement qui sont un peu implicites. Et ça, c'est quelque chose qui est assez génial et qui permet de rentrer vraiment dans le bain progressivement quand on est nouveau. C'est marrant ce que tu dis sur même des grands directeurs d'administration centrale et qui se retrouvent à intégrer le Conseil d'État après 20 ans de carrière, se retrouvent mentorés, mais peut-être par des personnes plus anciennes ou même, je sais pas, jeune auditeur 3 ans après le concours. Ça peut être un. Ouais, alors souvent, il y a la volonté de créer un peu des binômes avec des gens qui ont des expériences communes, mais selon les effectifs, parfois, oui, un auditeur peut se retrouver à mentorer un nouveau conseiller d'État qui arrive. Ça fait aussi partie de ce côté assez intergénérationnel qui est vraiment très chouette au Conseil d'État et qui a été préservé avec la réforme, hein, puisqu'on va continuer à recruter des gens finalement en début de carrière, avec cette idée que on mélange ensemble des gens qui ont une grosse expérience et puis des nouveaux arrivants avec leur regard un peu frais. Voilà, et ça, c'est vraiment une grande force de l'institution. Deux choses dans ce que tu dis là sur à la fois la réforme de cette procédure de sélection, mais aussi quelque chose qui m'interpelle, c'est que tu parles de lien intergénérationnel et c'est, je pense, quelque chose moi qui m'avait frappé, c'est le nombre de personnes donc jeunes au sein de cette institution qui se veut quand même l'institution suprême de l'ordre administratif. En comparaison à la Cour de cassation, il me semble que c'est minimum 40 ans pour y rentrer au terme d'une carrière longue en juridiction de premier niveau, de deuxième niveau. Vous avez une sorte de complémentarité entre des profils qui découvrent, même si toi, tu avais déjà peut-être aussi fait du droit administratif et que tu avais un goût certain pour le droit administratif, il y a peut-être des personnes qui arrivent au Conseil d'État en n'étant pas formées, et donc là, tu l'as dit, ils sont bien accueillis, et des personnes plus âgées qui ont fait 30 ans de juridiction administrative et qui vont vous aider, vous, les nouveaux arrivants. Alors je dirais que ouais, non, c'est une vraie originalité. Moi, je trouve que c'est génial, mais en même temps, c'est vrai que c'est très, très spécial. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de cours suprêmes dans le monde qui fonctionnent sur ce modèle-là. Moi, je me souviens quand j'avais fait visiter le Conseil d'État à des étudiants américains de l'Université de Chicago, ils m'avaient demandé si j'étais nommé à vie, parce qu'ils s'imaginaient, j'imagine, leur cours suprême à eux, et ils disaient, mais il va être en poste 80 ans. Enfin, c'est terrible. Alors, je leur ai rassuré, nous, au bout d'un moment, il y a une limite d'âge quand même, on nous met dehors. Mais oui, alors je dis pas que c'est un modèle qui soit forcément réplicable. En fait, c'est au Conseil d'État, c'est comme ça parce que ça fait partie de notre histoire et que voilà, l'institution a été créée de cette manière. Je suis pas certain que ce serait facilement transposable ou réplicable, mais en tout cas, je pense qu'avoir ça chez nous, c'est une vraie force et que on souhaiterait vraiment pas l'abandonner. Mais en même temps, c'est pas forcément réplicable peut-être pour d'autres cours, mais à la Cour des comptes et à l'Inspection générale des finances, qui sont aussi ces fameux grands corps de classement de sortie. Ils recrutent très jeunes et il y a aussi ce lien intergénérationnel. Donc c'est plutôt l'administration publique qui est capable en fait de mettre en lien des personnes avec des profils différents pour atteindre l'efficacité de la décision. Je pense que c'est une très bonne remarque et qui se traduit d'ailleurs aussi de manière générale dans la culture des administrations sur leur cadre. Parce que moi, je pense qu'une des vraies forces des métiers de la fonction publique, c'est quand même le niveau de responsabilité incroyable qu'on est prêt à confier à des gens assez jeunes, sans expérience préalable, sur des postes de sortie d'école. Enfin, c'est quand même être directeur de cabinet d'une préfecture quand potentiellement on a mon âge et mon expérience. Enfin, moi, j'ai des camarades, des amis de Sciences Po qui sont sortis en même temps que moi et qui ont pris ce genre de poste, c'est quand même assez énorme en termes de responsabilité. Je pense à un camarade de promo qui a été chef du bureau des régimes de base de retraite pendant la période des dernières années où il s'est passé un certain nombre de choses en matière de retraite. Enfin, c'est quand même assez incroyable de pouvoir faire ça à nos âges. Parce que pour rappel, le directeur de cabinet en préfecture, c'est vraiment numéro 2, numéro 3, représentant de l'État au niveau local et qui va vraiment coordonner
toute la réponse à l'urgence en termes de police administrative. Donc, ou peut-être quand on a 25 ans, il faut être un peu capé. Et sur cette nouvelle procédure de sélection que tu as évoquée, tu peux nous en dire deux petits mots? Bah, simplement, en deux mots, maintenant, les auditeurs ne seront pas recrutés directement en sortie d'école, ils seront recrutés après au moins 2 ans d'expérience. En revanche, cette procédure donc, de l'auditorat de nouvelle version sera maintenant ouverte à toute une série de corps de la fonction publique, et donc pas seulement les corps de sortie d'ENA, mais aussi les administrateurs territoriaux, par exemple, mais aussi les corps d'ingénieurs, certains corps d'ingénieurs sortis de Polytechnique ou de l'ENSAE. Donc voilà, ça va être une procédure d'une certaine manière plus ouverte, avec en revanche cette petite expérience préalable à avoir avant de présenter sa candidature. Et plutôt une expérience juridique? Pas forcément, justement. Je pense que le Conseil d'État a vraiment la volonté de garder son profil de corps généraliste, parce qu'au-delà d'un corps qui a dans ses murs des missions de jury, c'est aussi un corps qui essaime dans l'administration, dans tous les domaines de l'action publique, vers des postes de responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas vocation à changer après cette réforme. Et qui est très prégnant dans la culture Tout du à Conseil fait. d'État. Et donc ton poste de rapporteur, est-ce que tu peux nous raconter le quotidien, la charge de travail? Alors c'est une fonction qui est assez différente clairement en termes de structure du temps par rapport au poste qu'on peut avoir en administration centrale ou autre, parce que on s'organise assez librement, dans le sens où les rapporteurs au Conseil d'État au contentieux ont ce qu'on appelle dans le jargon une stat, c'est-à-dire un objectif de nombre de dossiers par trimestre, alors qui n'est pas qu'un objectif indicatif, parce que nos primes en fait sont indexées là-dessus, et il faut donc qu'on rende en fait chaque trimestre un nombre de dossiers, plutôt de points, donc qui est une sorte d'unité de comptabilisation des dossiers selon leur importance. Et ensuite, notre président nous affecte comme ça au fil de l'eau des dossiers qui arrivent, et on doit rendre ce volume de dossiers, mais finalement on s'organise un peu comme on veut pour le faire. Donc voilà, si on aime bien travailler la nuit et dormir le jour, potentiellement on peut. Par ailleurs, en plus donc, de ce travail qui est un peu solitaire au début, parce que quand on arrive, on reçoit ces dossiers, on les traite face à son ordi, on fait des recherches, on écrit sa note, on écrit son projet de décision, etc. Ça peut avoir un côté un peu solitaire. Ça s'arrange avec le temps parce qu'en fait, on va échanger avec les autres, on commence à connaître des collègues à qui demander des conseils. Enfin voilà, on crée tout un réseau en fait qui rend le métier très, très agréable. Et puis, donc, ça, c'est le temps de travail vraiment un peu en chambre face à son dossier. Et puis, il y a un deuxième temps qui rythme le travail, c'est les temps collectifs, qui sont des temps collectifs un peu ritualisés, parce que c'est les échanges collégiaux au sein du Conseil d'État pour préparer la décision, avec plusieurs temps. Déjà des échanges, on va dire, enfin déjà en fait quand on remet un dossier pour expliquer du point de vue du traitement d'un dossier comme rapporteur, donc on a été le premier à le traiter, il va ensuite être vu par une première personne qu'on appelle le réviseur, qui va être un membre un peu plus senior de la Chambre, pour le dire rapidement, enfin beaucoup plus senior de la Chambre quand on vient d'arriver comme moi. Et puis ensuite, on va en discuter collectivement en séance d'instruction. Donc ça, c'est pas public, ça se passe vraiment en interne au Conseil d'État, au sein de chaque chambre de la section du contentieux. Et ensuite, les dossiers, selon leur importance et leur intérêt, vont être orientés vers des séances de jugement plus ou moins de niveaux différents. Donc en gros, plus le dossier est important et sensible et intéressant, plus il y aura de monde. Ça se passe globalement comme ça. Et là, on va avoir un deuxième tour, en quelque sorte, de délibération collective, avec un nouvel avis du rapporteur public sur le dossier. Donc il y a eu le rapporteur, le réviseur, le rapporteur public qui chacun à leur tour ont eu 3 regards individuels et ont recreusé le dossier. Donc ça c'est un peu la garantie des 3 regards individuels. Et puis la garantie des 2 moments collectifs, la séance d'instruction et la séance de jugement où on redélibère à nouveau avec souvent, sans rentrer dans les détails des compositions, des gens qui n'ont pas vu le dossier avant, qui vont pour la première fois également le découvrir. Donc un processus assez complexe mais qui est vraiment, enfin il faut voir comme un processus qualité de type un peu industriel, c'est qu'à la fin on a un produit final qui est la décision de justice, qui va non seulement trancher un litige au cas particulier, mais qui en plus à notre niveau va faire jurisprudence, et donc sur laquelle finalement tout doit être un peu parfait. Et puis, juste pour en dire un mot, quand on est en section administrative, globalement, c'est un peu le même type de travail, c'est-à-dire travail individuel sur les textes, les projets de textes qu'on nous soumet, et travail collectif au sein des sections. La seule petite chose en plus, et qui est d'ailleurs très sympa et qui apporte du renouvellement, c'est qu'on a en plus les contacts directs avec les administrations dans des réunions de travail, où on va réfléchir sur le texte qu'elles souhaitent nous proposer avec elles, et donc ce qui apporte une dimension aussi interactive assez sympa. Est-ce que tu as un exemple un petit peu de dossier qui t'a marqué ou en tout cas que tu trouves assez iconique et qu'on comprenne bien aussi peut-être la temporalité en fait. Quand tu reçois le dossier, que tu le traites, imaginons tu passes 3 jours dessus parce que c'est un dossier d'un niveau moyen exigeant quand même.
Ensuite, il est inscrit, il est révisé. Donc là, de nouveau, la personne prend une semaine. Enfin, doit nous expliquer un petit peu ce cycle de vie du produit, comme tu disais sur l'industrie. Alors, le produit, alors c'est pas tout à fait une usine Toyota, mais ça peut y ressembler un peu. C'est-à-dire que quand on reçoit un dossier, alors moi je parle du point de vue d'une chambre, voilà, aujourd'hui au Conseil d'État il y a assez peu de stock, les délais de jugement sont faibles, donc les choses marchent un peu à flux tendu. Donc on reçoit le dossier, comme tu le dis, le délai de traitement, vraiment du point de vue du travail individuel du rapporteur, ça peut être entre une demi-journée pour un dossier vraiment très simple, à quelques jours, et pour des dossiers un peu exceptionnels, parfois on peut passer un mois à temps plein sur un dossier. Donc en fait c'est quand même assez variable, mais la règle c'est une journée ou deux, quoi. C'est ça le temps de traitement un peu normal d'un dossier. Ensuite, chaque maillon, on va dire rapporteur public, réviseur, va y repasser à peu près le même temps en ordre de grandeur, avec ensuite, c'est les délais de transmission, donc voilà, et puis voilà, les gens ont d'autres dossiers, d'autres urgences, mais globalement, tout le processus pour une décision, ça va être de l'ordre de quelques mois à 1 ou 2 ans. C'est ça les ordres de grandeur. Pourquoi ça peut être seulement quelques mois? C'est parce qu'il y a une procédure de filtrage préalable des dossiers les plus simples, ou en tout cas qu'on pense pouvoir régler grâce à la jurisprudence établie. Et puis pour un dossier qu'on juge cette fois de manière plus approfondie après cette procédure de filtrage, là je pense que l'ordre de grandeur c'est à peu près 1 an. Procédure de filtrage qui est importante, puisque une fois qu'on a considéré que le dossier méritait analyse plus approfondie, ça rajoute des délais, puisque le défendeur, souvent l'administration, va produire un mémoire en défense, et donc ça va renvoyer encore 2-3 mois de délai incompressible. C'est ça. En fait, les délais de jugement, et c'est vrai aussi dans les tribunaux administratifs, sont largement dus au contradictoire, c'est-à-dire des moments où la juridiction elle-même ne travaille pas, mais simplement attend que le requérant, l'administration, enfin les gens qui sont devant elle, produisent, souvent avec des délais effectivement qui sont de quelques mois, et parfois l'administration qui se fait un peu tirer l'oreille pour répondre, donc on fait des mises en demeure, etc. Et c'est un vrai sujet à tous les niveaux de la juridiction, c'est tout simplement de réussir à obtenir du biscuit de la part des administrations, des requérants, parce que nous, en tant que juge, finalement, on ne peut se prononcer que sur la base des éléments qui nous sont fournis, et il faut qu'il y ait un débat contradictoire avec des éléments apportés des deux côtés. Et en termes de dossier, est-ce qu'il y a un dossier sur lequel tu peux nous parler? Parce que je pense aussi qu'il y a un peu le secret du délibéré, mais après, sur toi, ton approche, sur ces 2 ans. Alors, un dossier un peu emblématique que j'ai traité, c'est celui du temps de travail des militaires, qui est un dossier qui a été jugé par l'Assemblée du contentieux en décembre 2021, donc qui était en fait le dossier d'un gendarme qui s'interrogeait sur la compatibilité au droit de l'Union de la réglementation interne de la gendarmerie sur les temps de travail et les temps de repos, et qui, au-delà du cas de la gendarmerie, posait des questions à la fois de droit de l'Union, donc sur les règles de temps de travail qui existent en droit de l'Union, parce qu'il y en a, et puis sur la compatibilité de ces règles avec l'approche historique qui existait dans l'institution militaire du temps de travail des militaires, où il n'y avait pas vraiment de décompte fixe, il y avait plutôt des temps de repos qui étaient donnés, des quartiers libres, etc., mais pas d'horaire à proprement parler sur un mode classique comme il peut en exister dans le secteur privé. Et donc finalement, voilà, sans rentrer dans le détail de ce dossier, ou même de ce qu'il juge qui est assez complexe sur certains aspects et techniques, c'était vraiment un dossier où finalement on avait un beau sujet de conciliation entre le droit de l'Union et puis une institution du droit national. Dossier qui va jusqu'en formation d'assemblée, donc c'est quand même la formation la plus haute possible. Ça doit être super quand on est rapporteur de voir son dossier aller jusque-là. C'était combien de temps de travail, toi, sur ton premier dossier? Est-ce que tu l'avais identifié d'ailleurs? Peut-être qu'il y avait un sujet, le président de ta chambre ou la présidente t'a dit à Alexis, voilà, je te donne un dossier, ça va être un dossier important, il y a possibilité que ça aille plus loin? Enfin, sans rentrer dans les détails du process, etc., ouais, je disais tout à l'heure que le temps de traitement pour un dossier pouvait être très différent selon les cas. Voilà, là en l'occurrence, je n'ai pas compté mes heures, etc., donc je ne sais pas combien de temps au total ça m'a représenté, mais certainement plus d'1 mois de travail à temps plein, peut-être 2, enfin, je ne sais pas exactement. Voilà, c'est des dossiers qu'on investit forcément de manière un peu différente, voilà, notamment quand on sait qu'ils sont renvoyés en formation supérieure, parce que là, il y a l'enjeu vraiment, comme le Conseil d'État va poser de manière très solennelle une jurisprudence qui n'a pas vocation à changer tous les 4 matins, on fait vraiment le travail de manière à juger quelque chose qui soit définitif. Et là, on investit particulièrement
Ce degré de technicité, on redouble vraiment d'attention et on va fournir le travail, un travail extraordinaire peut-être, qui sort de l'ordinaire au sens Bah, premier. c'est ça, ouais. Là, on essaye d'être à 150% parce que finalement, nos décisions, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, font jurisprudence et a fortiori quand on les juge dans ces formations de jugement-là. Et bah, dans ce contexte-là, on a aussi une responsabilité de se dire, voilà, j'ai pas raté un aspect, je vais pas avoir une formule un peu imprécise qui va créer un doute sur une situation juridique connexe. Voilà, on a ce devoir de donner de la clarté pour les administrations, les citoyens, nos partenaires européens, etc., qui vont être les usagers, les lecteurs de notre décision. On parle de décision d'assemblée, mais en termes d'ordre de grandeur, sur 10 000 dossiers traités à l'année par le Conseil d'État, c'est combien pour des décisions d'assemblée? Alors les décisions d'assemblée, bah là, on va dire que là, il y en a eu deux en 2021, il n'y en a pas eu en 2022, il n'y en a pas non plus au premier semestre 2023, donc c'est un oiseau qui se fait un peu rare. Et par ailleurs, on a une autre formation dite supérieure qui est la section du contentieux, qui est un peu plus, enfin la section du contentieux jugeant en section, donc qui est juste en dessous entre guillemets, qui aussi est une formation qui juge des affaires très importantes. Et là, c'est de l'ordre de 5 à 10 par an. Voilà. Sur ces postes-là de rapporteur, il y a zéro management. Est-ce que toi, de ton côté, c'est quelque chose qui va te manquer? Quelque chose que tu aimerais bien approfondir? Ou en fait, non, tu es très bien en tant que technicien, en tant que spécialiste du droit, ça te convient bien? Alors bah, finalement, j'ai trouvé le management, il est venu à moi, puisque dans mon nouveau poste de responsable, j'ai un peu de responsabilité managériale, même si c'est de manière un peu atypique, puisque c'est un service qui est dirigé par 3 personnes à égalité. On est une sorte de triumvirat, et donc on a une vingtaine de personnes à notre service, donc c'est pas un tout petit service, mais en même temps avec cette particularité qu'on est toujours en codécision, avec un rôle un peu du doyen des responsables, donc le plus ancien, pour être un peu le pilote sur toutes les questions RH d'organisation. Mais c'est une dimension qu'on peut trouver d'ailleurs en interne au Conseil d'État. C'est une de nos forces, c'est qu'il y a non seulement beaucoup de gens qui partent dans l'administration et qui là vont trouver des responsabilités managériales, mais on a aussi des postes en interne dans la gestion de la juridiction, au centre de recherche et de diffusion juridique, comme je le fais en ce moment, qui donne cette dimension managériale. Et je pense que tout le monde a forcément envie de découvrir un moment ou un autre dans sa carrière, même quand on s'épanouit dans les fonctions de juge, comme j'ai pu le faire. Eh bien, écoute, c'est parfait. Parle-nous peut-être un petit peu plus de ce centre de recherche et diffusion juridique. À quel moment ça arrive dans une carrière de rapporteur, d'auditeur du Conseil d'État? Mais par contre, ça m'intrigue sur ce management, mais c'est du management plus sur des fonctions support ou c'est aussi sur des fonctions de production de dossiers juridiques? Alors, je vais te répondre en deux temps sur les deux éléments. Déjà, sur le centre, alors, qu'on a longtemps appelé le centre de documentation, et il a été créé en 1953, donc il y a 70 ans, et donc à l'époque c'était le centre de doc, ça a changé de nom, je pense, dans les années 2000. Et les gens l'appellent souvent le centre tout court. Sa production la plus connue, c'est les chroniques de jurisprudence mensuelle à la JDA, donc voilà, n'hésitez pas à les lire, qui commentent un peu l'actualité jurisprudentielle récente du Conseil d'État. Alors, dans une carrière, ça intervient au bout de 3 4 ans, je dirais, la fin de la période où on est auditeur et où on devient maître des requêtes, qui est le deuxième grade au Conseil d'État. Et c'est à ce moment-là que si on est intéressé par le contentieux qu'à ce moment-là, sans exclure une carrière à l'extérieur, on est encore, voilà, on est encore bien dans la maison et qu'on n'a pas forcément envie d'en sortir tout de suite, on peut nous faire cette proposition pour un bail qui peut varier 1 à 3 ans, je dirais en moyenne, et qui souvent, mais pas toujours, parce qu'on peut avoir envie de partir avant, mais qui souvent conduit ensuite aux fonctions de rapporteur public. Voilà, donc en fait c'est une étape dans un parcours au contentieux et qui a en fait le grand intérêt, pour le dire en un mot, d'être très transversal parce qu'on voit tout ce qui juge au Conseil d'État et on rédige les analyses de jurisprudence du Conseil d'État. Donc en fait on est vraiment au cœur de tout ce qui juge, alors que quand on est rapporteur ou enfin tous les autres postes sont dans une chambre et donc on se consacre plutôt à un type de jurisprudence. Et ensuite, pour répondre à ta deuxième question, donc sur la nature de nos missions, au fond, enfin le type de mission que font nos agents au sein du centre, en fait, on a déjà une excellente équipe, je le souligne, qui fait tout un tas de choses différentes. C'est pas du traitement de dossiers juridictionnels à proprement parler. En revanche, on est plutôt effectivement, comme tu disais, une sorte de fonction support du contentieux, à la fois parce qu'on fait des recherches expertes pour les dossiers pointus. Par exemple, on a une cellule de droit comparé qui fait des analyses comme ça de droit comparé pour les dossiers les plus sensibles et les plus intéressants.
Et puis, ça, c'est le volet recherche juridique d'un service. Et puis, on a la diffusion juridique. Et là, on a aussi un service qui s'occupe de la diffusion sur les bases de données de la jurisprudence, avec parfois aussi des enjeux de système d'information, etc., comme on en voit dans beaucoup d'administrations qu'on rencontre et qu'on traite également. Une petite administration pour aider ce triumvirat que tu as décrit. Il y a quelque chose qui m'a quand même intrigué, c'est cette citation juger l'administration, c'est encore administrer. Ce qui suppose de dire qu'en jugeant l'administration, qu'en étant dans les fonctions juridictionnelles, on est encore dans la patte, dans le correctif de l'administration et donc dans l'action. Pour autant, le recrutement se fait assez tôt au Conseil d'État. Comment toi, tu as fait alors que tu n'as connu que l'expérience au TAF, au Terre Australe et Antarctique française et au ministère du Travail. Comment tu as vécu et comment tu es monté en compétence là-dessus? Alors, je dirais que cette phrase, la juger l'administration, c'est encore administrer, ça traduit peut-être quelque chose de vrai, qui est que, effectivement, quand on juge ce qu'a fait l'administration, on ne se met pas toujours à sa place, parce qu'au contraire, souvent le juge administratif essaye de respecter les marges de manœuvre de l'administration, mais forcément, on lui pose des contraintes, on dit ce qu'elle peut faire ou pas faire, et on délimite l'espace dans lequel elle va pouvoir ensuite faire ses arbitrages. Ensuite, je dirais que la bonne prise en compte de ce réalisme de l'action administrative, il est aussi beaucoup géré par la collégialité. C'est-à-dire il ne faut pas oublier qu'au Conseil d'État, en tout cas, sauf en référé, on ne décide jamais seul. On est toujours là de manière collective à délibérer. Et dans ce collectif qui va délibérer, il va souvent y avoir des gens avec des expériences différentes, des purs juristes, je ne sais pas, des professeurs de droit, des anciens magistrats, des tribunaux administratifs qui sont rentrés par le concours direct sans passer par l'ENA et qui auront eu peu d'expérience administrative, peut-être une mobilité, souvent une mobilité quand même. Et puis, donc des gens sortis d'ENA qui ont quand même eu le cursus ENA avec les stages, etc. Des anciens qui, eux, ont été directeurs d'administration centrale, qui ont occupé des fonctions assez variées, etc. Et donc, c'est un peu cette alchimie des différents points de vue qui va à la fois amener la rigueur juridique du principe, le réalisme, la vision de différents secteurs de l'action publique, parfois des gens qui ont eu des responsabilités associatives, etc. Et donc, c'est vraiment cette combinaison qui va arriver à la bonne décision, au bon point d'équilibre, si notre processus se déroule normalement. On revient sur ce côté un peu intergénérationnel, un peu croisement de personnes, ouais, tout à fait. où chacun cède. Et j'avais oublié les 3 stages que tu as fait lors de ta formation à l'ENA, qui sont aussi importants, notamment le stage préfecture, je pense, qui montre la réalité du terrain de l'action de l'État au niveau local. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur tes missions au Conseil d'État? Est-ce qu'on a fait le tour? Alors peut-être un petit mot sur quelque chose qui est une originalité de nos missions ou de la fonction de membre du Conseil d'État, c'est qu'on a aussi la faculté d'appuyer les administrations sur des missions d'intérêt général. C'est d'ailleurs quelque chose qui est dans notre statut. Et par exemple, récemment, j'ai été rapporteur d'une mission confiée par la ministre de la Culture et le ministre de l'Économie à Bruno Lasserre, ancien vice-président du Conseil d'État, sur la régulation et l'économie du cinéma. Donc voilà, un secteur assez différent de celui que je pratique au quotidien, mais qui m'a donné l'occasion de faire des auditions, de rencontrer des acteurs du secteur et à la fin de participer à la rédaction d'un rapport qui comporte diverses propositions. Et je trouve que voilà, ça c'est un aspect typiquement qui est assez enrichissant, qui n'est pas du tout majoritaire évidemment, parce qu'on a nos fonctions, on s'y consacre, et quand on prend un rapport comme ça à l'extérieur, d'ailleurs on passe généralement quelques mois qui sont très chargés parce qu'on continue à exercer nos fonctions en même temps, mais moi j'ai trouvé ça en tout cas passionnant, et c'est de manière générale, je le rattache un peu à ce côté très généraliste que le Conseil d'État essaye d'encourager dans ses membres, dans les fonctions qu'il exerce, où on reste tourné vers l'action publique avec le droit qui va être une clé d'entrée, une expertise qu'on apporte, mais pour toujours contribuer à l'intérêt général. Ok, donc des missions très variées. Est-ce que dans ton approche de ta carrière qui va se dérouler, tu auras envie dans 10 ans peut-être de rejoindre des administrations que tu as conseillées, des administrations que tu as appréhendées, ou en fait tu es assez libre sur comment tu vois les choses dans 10 ans? Non, alors on est assez libre au Conseil d'État, en tout cas, clairement, sur notre carrière. Il y a énormément de possibilités, et ça rejoint un peu ce que je disais dans la première partie. J'ai jamais trop su ce que j'allais faire quand je serai grand, et voilà, si on me dit aujourd'hui, dans 10 ans, où est-ce que je me vois, j'ai vraiment beaucoup de mal à répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que la logique quand même de notre parcours au Conseil d'État, c'est qu'on aille en mobilité à l'extérieur. Donc, quand exactement, pour faire quoi, je n'en sais rien, mais ça arrivera, et c'est la logique des choses.
Par ailleurs, je sais que j'adore aussi mes fonctions au contentieux et que j'ai envie plutôt d'avoir une carrière alternée, mixte, qui soit pas un départ pur et sain vers l'administration pour ensuite y dérouler une carrière pendant 20 ans, même si on ne sait jamais ensuite ce qui nous arrive dans la vie, c'est peut-être ce qui se passera, mais j'aimerais bien dans l'absolu garder un peu de mixité avec voilà, une alternance entre fonctions juridictionnelles et peut-être fonctions à l'extérieur. Et au Conseil d'État, combien on gagne quand on arrive en tant qu'auditeur, quand on sort de l'ENA, qu'on choisit ce corps-là? Alors déjà, on a un système de rémunération un peu particulier, donc j'avais toujours un peu de mal à compter combien je gagnais, donc je ne serais pas extrêmement précis, mais en gros, c'est à peu près pareil que pour les autres corps de sortie d'INSP. C'est de l'ordre de 4 000 € par mois en sortie d'école, ce qui d'ailleurs, enfin, je le précise au passage, est quand même quelque chose qui est tout à fait compétitif par rapport, y compris au secteur privé, pour des écoles enfin, en sortie, on va dire, à niveau de diplôme comparable. Et contrairement à un cliché, voilà, peut-être que les salaires dans la fonction publique sont en moyenne un peu moins élevés et sans doute la progression n'est pas aussi dynamique qu'elle peut exister dans le secteur privé, mais en tout cas en sortie d'école, d'université, on s'en sort quand même très bien. Très bien, et ben on va basculer sur la partie 3, sur les conseils que tu peux donner à nos auditeurs pour les concours, pour intégrer le Conseil d'État, et même sur la vie professionnelle en général. Alexis, partie 3 sur les conseils, sur les concours. Est-ce que tu as déjà un conseil sur la forme, sur le fond, sur cette année de préparation au concours? Alors, deux conseils de méthode qu'on m'avait donnés et que je retransmets volontiers, parce que je pense que c'est les meilleurs que j'ai reçus et les plus importants. Premièrement, si possible, travailler en groupe. C'est quand même une vraie force pour avancer, pour se répartir le travail, mais peut-être au-delà de ça pour se motiver, parce que au fond, il ne faut pas se leurrer, le travail vraiment d'apprentissage qui compte, on le fait tout seul, mais être à plusieurs, c'est une vraie force pour garder la motivation tout au long de l'année, pour se donner des conseils en matière de méthodologie, partager des expériences, donc vraiment à faire. Et deuxième conseil, faire une veille d'actualité, parce que je trouve que c'est pour un investissement qui n'est pas si énorme que ça en termes de temps au global par rapport à l'apprentissage. Ça donne une vraie capacité de punch dans les copies pour montrer qu'on est au courant des problématiques récentes, ne pas rater un aspect d'un sujet qui en fait est évidemment en lien implicitement avec quelque chose qui s'est passé récemment, etc. Donc aussi bien en termes de contexte que de capacité à injecter des connaissances, je trouve que c'est un super rapport qualité-temps. Toi, comment tu faisais pour rester au courant de cette actualité? Est-ce que déjà, de manière générale, depuis que tu es rentré à Sciences Po, tu lis, je sais pas, Le Monde, Le Figaro, Les Échos, tous les jours, tu regardes la télé, tu te documentes toi-même, mais est-ce que là, tu allais un cran au-dessus? Tu allais dans les revues d'actu style AJDA, tu regardais un petit peu le sommaire toutes les 2 semaines, est-ce que tu allais sur le site du Conseil d'État? Comment tu faisais ce travail de veille d'actu? Alors, dans notre groupe de travail, on était assez organisés. En fait, on avait on se répartissait chaque semaine les matières qu'on faisait tourner régulièrement. Donc, je sais pas, droit, il y avait quelqu'un qui faisait droit public et questions sociales, quelqu'un qui faisait économie, finances publiques, etc. Et sur toutes les matières du concours, on avait une veille comme ça avec une liste de sources à balayer chaque semaine. Et on se faisait comme ça des mails pour récapituler dans chacune de ces matières du concours l'actualité pertinente de la semaine dernière. Et voilà, en fin d'année, je me souviens en question internationale, on avait compilé un document de veille d'un an de QI. Il y avait, je sais pas, 250 pages Word de brèves. Alors on était peut-être allé un peu loin dans l'exercice, mais aussi parce qu'on était quatre évidemment pour avoir cette force de frappe. Mais honnêtement, c'était vraiment très bien et je pense qu'il faut. Peut-être que nous, on allait un peu loin en termes de volume, etc. Mais avoir cette liste de documents et se dire, voilà, hebdomadairement ou toutes les 2 semaines, comme tu disais, je vais balayer un ensemble de sources, ça, c'est vraiment important. Et en plus, avec ce collectif, il y a une sorte de rigueur on est obligé de faire son travail et on ne peut pas s'y dérober, qu'on est à 4, même si c'est Noël, même si, je sais pas, c'est Pâques, il faut quand même regarder un petit peu ce qui se passe. C'est exactement ça, c'est un des autres avantages du groupe de travail, c'est qu'on surveille. Et non mais c'est vrai que l'aspect aussi de pression comme ça et de faire des choses pour les autres, l'air de rien, on ne peut pas se dire, voilà, je zappe et c'est pas grave, je me débrouillerai sans. Quand on s'est donné un programme collectivement pour réussir ensemble et contribuer au travail des autres, on est obligé de le faire. Donc il y a un vrai aspect de discipline aussi dans le travail de groupe.
Vous faisiez aussi des petits examens, des petites colles, ou c'était seulement un groupe de partage de fiches et de partage de revues d'actu? On a fait pas mal de cols ou assimilés quand on préparait les oraux, parce qu'on a eu la chance d'être 3 à être admissibles à l'ENA la même année. Sur Donc, 4? sur Vous étiez 4, quatre, ouais. ok. Et donc on a à l'oral, et avant ça, l'été, on avait fait une semaine où on avait fait beaucoup d'entraînements flash en faisant des petits plans comme ça, un peu en mode réactif pour voilà, garder le rythme après la fin des entraînements type prépa concours à l'écrit. Mais ça, tu l'expliques parce que vous étiez tous en Master 2 peut-être et vous n'aviez pas eu le temps d'ingurgiter l'ensemble du programme et donc vous aviez préféré différer ce moment où vous faisiez des petites colles. Non, je dirais que c'est plutôt parce que dans l'année, il y a quand même une grosse offre d'entraînement dans les prépas concours, avec, voilà, enfin, si on sort toutes les semaines son galop à Sciences Po, ce qu'il faut faire, enfin, pour moi, c'est vraiment le truc prioritaire, s'entraîner. Finalement, on avait peut-être moins le besoin, enfin, on ressentait moins le besoin de s'entraîner entre nous. Alors qu'en revanche, quand est venu l'été et qu'on avait fini les entraînements collectifs organisés par les prépas, là, on a basculé sur un mode plus voilà, collectif, en groupe de travail, pour continuer pour rester chaud en fait en vue des écrits. Et tu avais suivi IPSUP? Ouais, moi j'avais fait IPSUP l'été. Comme j'étais étudiant boursier à Sciences Po, c'était quand même une grosse somme, hein. Enfin voilà, j'en avais conscience et j'ai toujours aujourd'hui. De toute façon, ça va forcément un peu changer aussi au regard pour les gens qui passent l'INSP du fait que le concours va être au printemps à partir de 2025, si j'ai bien suivi. Donc voilà, je ne sais pas comment ensuite ça va se passer du point de vue de ce type de prépa un peu complémentaire. Mais c'est vrai que jusqu'ici, en fait, la prépa d'été avait quand même cet avantage justement de nous faire quasiment un mois de plus d'entraînement, et en plus le mois qui est le plus proche des écrits avec un gros niveau d'exigence, etc. Donc voilà, c'était quand même très utile de ce point de vue-là. Après, c'est comme tout, c'est un processus où on a envie de mettre toutes les chances de son côté, et à la fin, on ne sait pas si ça se trouve, on l'aurait eu sans IPSUP, on l'aurait eu sans passer ses vacances de Noël à travailler 10 heures par jour, mais voilà, c'est assez humain, je pense, d'avoir envie de mettre toutes les chances de son côté, et c'est ce que j'avais fait en l'occurrence. Comment tu as tenu le rythme pendant l'été? Tu as continué de travailler justement ce 10 heures, voire un peu plus, tu as encore accéléré et tout à la fin, tu as relâché un petit peu la pression. Comment tu t'es structuré pour l'été avec ton écurie? Alors globalement, moi j'ai eu un rythme tout au long de l'année de préparation qui était assez constant et très, faut le dire, très soutenu. Enfin, j'ai pas pris un jour de break pendant un an. Voilà, c'est peut-être. Alors ça, je pense ensuite, c'est vrai. C'est pas quelque chose que je soutiens comme modèle universel. À mon avis, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui, pour leur équilibre perso, ont besoin d'avoir un jour off par semaine, qui vont se faire leurs 2 heures de sport tous les matins. Enfin, j'en sais rien. Je pense qu'il y a un truc d'équilibre perso à trouver qui est très important. Alors que le sport n'est plus à l'ENA, donc. En plus, voilà, donc vraiment juste pour le plaisir. Non, mais je pense qu'il y a un truc d'équilibre perso à trouver en fait, et qu'on fait pas un concours contre soi-même. Je veux dire, si on peut pas tenir un mode de travail particulier, il faut pas se dire que c'est la seule manière dont on peut réussir. Il y a autant de modèles de réussite qu'il y a de préparationnaires. Il y a des conseils communs, mais ensuite il y a quand même un aspect d'accord avec soi-même et sa manière de travailler qui est importante. Ensuite, s'agissant vraiment de l'été à proprement parler, j'avais un peu relâché, je dirais, la semaine juste avant, parce qu'en fait à ce moment-là il y a un côté contre-productif, on risque de se stresser plus qu'autre chose avec l'échéance qui approche. Donc moi j'avais juste dans cette semaine révisé des petits chiffres en mode, tu sais, mémoire flash, genre le truc d'avant-examen où tu figes pour une semaine dans ton esprit le taux d'inflation en Inde, et ensuite tu l'oublies pour le restant de tes jours. Voilà, donc c'est la seule chose que j'avais fait pendant la semaine avant le concours. Jusqu'au chiffre du taux d'inflation en Inde. Ah oui, tu avais un degré de détail dans tes fiches peut-être un peu excessif. Ouais, en tout cas, ce qui est clair, c'est que je l'ai vraiment oublié après. Et non, mais je le citais parce que c'est vraiment, je pense, le chiffre qui, le jeudi avant le droit public du lundi, je me suis dit, oula, Alexis, là, t'as peut-être poussé le bouchon un peu loin. Mais je te rejoins tout à fait sur le côté relâché un petit peu 3 jours avant. Ouais, ou peut-être même plus, j'avoue. Enfin, je me souviens plus exactement. C'était peut-être 2 semaines. Voilà. Enfin, ça aussi, il faut le sentir un peu selon sa personnalité, quoi. Mais en tout cas, ton groupe, ton écurie a bien fonctionné puisqu'il y a eu 3 admissibles. 3 admis. 3 admis, ah oui. Donc après, ça fait un groupe d'amis. Et le 4e a fait l'INET et administrateur territorial aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, Donc aucun déçu des concours, aucun déçu de cette période. Tout le monde a réussi, donc les conseils sont d'or, sont précieux. Ça va faire le lien en fait avec une question qui m'était venue sur: tu réussis le concours de l'ENA la première fois. Il y a Raphaël dans l'épisode 1 de la saison 2 aussi, pareil, qui le réussit du premier coup. Tu fais partie un peu de ces ovnis qui réussissent les concours d'administrateurs du premier coup. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu as senti encore plus, au-delà de ces 2 conseils que tu nous as donnés,
Comment tu as fait pour arriver à cette maturité, pour avoir ce concours du premier coup? Alors déjà, je pense le premier coup, faut pas mythifier le truc à la fois dans un sens et dans l'autre. Déjà, ça arrive. Enfin, il y a quand même dans une promo de l'ENA, concours externe ou de l'INSP. Maintenant, je suis comme les vieux qui disent les PTT. Voilà, bah, moi, ça restera Ah, l'ENA. mais moi, l'ENA, c'est pareil, je suis totalement d'accord. Voilà, au concours de l'INSP, moi, quand j'ai été pris dans ma promo au concours externe, je pense qu'il y avait 40% des gens pour qui c'était la première tentative. Donc en fait, en volume dans une promo de l'ENA ou assimilée, il y a quand même pas mal. Et en sens inverse, ça reste de toute façon un processus dans lequel il y a une part d'aléatoire. Et je dirais, il n'y a pas. Quand je suis arrivé, j'étais pas fléché pour réussir l'ENA du premier coup. Il se trouve que cette année-là, ça a marché. Ça aurait pu ne pas marcher et marcher l'année suivante ou ne pas marcher du tout. Il y a malgré tout quand même une part d'aléatoire qui est irréductible. On peut se préparer de manière à avoir peut-être 60% de chances de l'avoir, mais on ne peut pas se préparer de manière à avoir 99% de chances de l'avoir. Ensuite, comment on fait? Je dirais quand même qu'une année de concours, de préparation qui est bien construite, à mon avis, dans l'absolu, ça peut être suffisant pour l'avoir. L'essentiel, je pense, c'est quand même la méthodo. Enfin, vraiment bétonner la méthodologie, faire tous les galops, relire ses copies pour en tirer des leçons, etc. C'est vraiment la partie essentielle. Ensuite, l'acquisition de connaissances, quand on a fait un master tourné vers des disciplines un peu concours, comme c'est le cas du master Affaires publiques de Sciences Po, c'est quand même plus facile. Je pense que c'est plus difficile, évidemment, d'avoir en fin de master 2 dans un master qui ne donne pas ce côté 360 sur les matières du concours, parce qu'une des grandes forces que j'avais, c'est d'arriver déjà un peu préparé en économie, en finances publiques, indépendamment même de ma préparation. Voilà, donc pour quelques éléments un peu généraux sur cette histoire de première année, mais je pense que c'est des trucs qu'il ne faut pas mythifier. Il y a vraiment des parcours de préparation qui sont différents. Puis voilà, des gens qui ne l'ont pas à 0,5 une année et qui vont l'année d'après l'avoir. Enfin, c'est tellement varié comme situation que... Ou à l'inverse, d'ailleurs, il ne faut pas s'endormir si on a été admissible la première année et qu'on veut le repasser une deuxième fois. Il faut regravir la montagne depuis zéro et donc ne pas s'endormir et se remettre en question, en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui peut se voir aussi parmi les échecs. Tu me parlais de lire des copies, tu me parlais un petit peu des épreuves. Qu'est-ce que tu penses de la réforme de l'ENA Qu'est-ce que tu penses de la réforme de l'INSP, du concours d'entrée? Parce que après, sur la réforme de la fonction publique, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Mais sur le concours d'entrée, honnêtement, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise réforme, je dois dire. Alors, il y a une épreuve, je sais, qui est très critiquée, c'est l'épreuve de questions à réponse courte qui part un peu dans tous les sens. Moi, je vais la défendre en disant que... pour moi, quand même, un des gros enjeux du concours de l'ENA et des concours de la fonction publique, c'est quand même cette acquisition d'un bagage de connaissances qu'ensuite on va transporter toute sa carrière, enfin en tout cas un certain nombre d'années. Tu fais référence à l'épreuve sur questions sociales, finances publiques, Exactement. questions européennes, questions internationales, un ramassis de ces 4 épreuves qui étaient distinctes, deux aux écrits, 2 aux oraux, et qui maintenant se retrouvent condensées sur une seule épreuve. C'est ça. Exactement, alors on peut dire que ça fait beaucoup, mais en même temps c'est aussi la garantie que finalement tous les élèves auront ce socle commun de connaissances qu'ils auront dû acquérir pour passer cette épreuve et qui ensuite fait aussi partie de la force des anciens élèves de l'INSP dans l'administration d'avoir cette capacité à comprendre un peu des sujets dans des champs de l'action publique qui sont très variés. Par ailleurs, l'épreuve de questions contemporaines sur dossier, sur thème, puisque maintenant il y aura des thèmes qui seront donnés à l'avance pour permettre aux élèves de préparer, je trouve pas ça mal, à vrai dire, du point de vue de l'égalité aussi selon les parcours, voilà, de permettre à des gens qui sont pas passés, je sais pas, par l'ENS, où ils ont acquis comme ça tout un bagage par leur prépa littéraire, de se mettre à niveau plus facilement sur un sujet par rapport à l'ancienne épreuve de culture générale. Donc globalement, voilà. Alors, ensuite, il y a des choses peut-être où on se demande plus comment ça va marcher, que ce soit la nouvelle épreuve dite de transition numérique et écologique, qui sera la 5e épreuve, ou la note de droit public, à quoi ça va ressembler, ça y a un peu plus d'incertitude et on attend peut-être aussi que l'INSP donne des pressions supplémentaires. En tout cas, je pense que ce serait certainement utile aux préparationnaires. Parce que c'est vrai que c'est frustrant quand on prépare peut-être la première fois le concours pour 2023 et que l'année suivante, l'ensemble des épreuves a changé. C'est un peu une année sacrifiée, quoi. On va dire, il faut remettre les pendules à zéro, il faut retravailler ses fiches. On n'a plus l'avantage peut-être d'avoir passé le concours une première fois. Alors je pense, moi je relativiserais quand même ça pour peut-être réconforter les gens qui seraient dans cette situation. Malgré tout, dans le nouveau concours, on garde foncièrement les mêmes matières en dehors de cette nouvelle épreuve de transition numérique et écologique. On garde les mêmes grands types de méthodes, notes sur dossier et dissertation, donc qui malgré tout, indépendamment du fait que certes certaines matières qui étaient en notes sur dossier passent en dissertation, les questions sociales vont passer en réponse courte, etc. On a quand même acquis globalement une méthodologie qui nous donne aussi une longueur d'avance.
Et puis que par ailleurs, tout le monde se trouvera aussi sur un pied d'égalité vis-à-vis de cette réforme. Donc voilà, au global, évidemment, je comprends que ce ne soit pas une situation facile et c'est toujours le cas dans ces concours quand il y a des changements en cours de route. Mais la réforme du concours est quand même pas une réforme si structurelle que ça, à mon avis. Et c'est une réforme dans laquelle les gens qui ont bien travaillé une année vont quand même retrouver leur petit assez largement lors de leur deuxième année de préparation. Et ils ont l'avantage effectivement d'avoir tenu le rythme sur une année, d'être là jusqu'au bout. Aussi. C'est aussi une épreuve en soi de tenir 12 mois. De pas forcément craquer, donc de pas forcément prendre 2 jours de congé, on a entendu, mais bon, moi j'étais plutôt partisan après une semaine de galop en conditions type, de prendre 2 jours off, parce que c'était important. Moi, à mon niveau, c'était important, mais j'avais aussi des collègues qui, encore le dimanche d'avant le premier jour d'épreuve de l'ENA, se faisaient encore d'école, et je m'étais dit, mais moi j'avais arrêté dès jeudi soir. Et eux, ils ont continué, parce qu'on avait fait sur toute une semaine, chaque jour, plusieurs cols. Et ils ont continué vendredi, samedi, dimanche. Et moi, ça faisait 3 jours que j'étais les pieds un peu dans l'eau, tranquillou, on se repose. Et je ne comprenais pas. Mais c'était leur méthode et c'est ça, en fait, vraiment, pas. il faut s'écouter, quoi. Il y a un moment, évidemment, il y a quand même un volume de travail minimal à caler sur une année si on veut avoir des chances de réussir. Mais au-delà de ce volume de travail minimal, il y a autant de façons de réussir que de préparationnaires, je le pense vraiment. Et sinon, en tant qu'aujourd'hui auditeur du Conseil d'État, tu avais passé d'ailleurs la procédure de sélection pour rentrer en tant que stagiaire Conseil d'État lorsque tu étais dans ton année de césure. Comment ça se passe? Tu peux nous en raconter un peu en 2 mots? Ouais, alors en fait, c'est déjà une procédure qui a l'originalité d'être très ouverte. C'est pas du tout quelque chose qui se passe au copinage, loin de là. Il n'y a pas du tout de stagiaires comme ça qui soient recrutés sur la base même de fiches de poste individuelles. C'est une sorte d'appel ouvert à candidature qui est publié sur le site du Conseil d'État 2 fois par an. Alors je me souviens plus du calendrier exact, mais je pense globalement automne et printemps pour des stages qui sont sur chaque semestre. Il y a d'assez grosses promos stagiaires. Je ne sais pas exactement quel est le nombre, mais enfin, je pense plusieurs dizaines qui sont affectés dans plein de services, de sections, de chambres différentes au Conseil d'État. C'est une procédure qui se passe assez classiquement en 2 temps, avec une présélection sur la base de dossiers écrits, avec une lettre de motivation et un CV, et un entretien d'une 20aine de minutes qui est réalisé avec un comité de sélection de jeunes membres, qui sont d'ailleurs pas les employeurs. Et ensuite, c'est ce comité de sélection qui va dispatcher entre les services qui ont des stagiaires au sein du Conseil d'État les CV qu'ils ont retenus. Donc c'est vraiment une procédure qui est très ouverte et voilà, où tout le monde a sa chance. Enfin, j'insiste vraiment là-dessus. Il y a une diversité de profils académiques qui sont sélectionnés, d'origine géographique, etc. Enfin, moi, pour l'avoir vu... Il n'a pas que du Sciences Po Paris. Exactement, ni du Paris 2 dans les facs de droit. Enfin, quand on regarde, moi, sur 2-3 ans, les stagiaires qui sont passés à la 7e chambre au contentieux que j'ai vu, il y a des gens qui venaient de Lyon, des étrangers. Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas du tout que des Sciences Po pur sucre ou des Assas. C'est vraiment varié. Et par ailleurs, pour les gens qui nous écouteraient en se demandant est-ce que c'est un bon stage pour préparer un concours en parallèle, je pense que c'est le cas, déjà parce que ça donne une vision des méthodes de travail au Conseil d'État, sans doute aussi une rigueur dans le vocabulaire juridique, etc., qu'on va ensuite pouvoir réinjecter de manière assez utile dans les copies de droit public. Donc ça, je pense que c'est vraiment, vraiment fort. Et puis par ailleurs, voilà, c'est aussi un stage qui est intéressant. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose à ne pas négliger, c'est prendre un stage qui nous intéresse et pas penser qu'en termes tactiques ou stratégiques. Évidemment, la tactique ou la stratégie peut avoir leur place pour se garantir un profil diversifié, pour prendre un stage qui soit raisonnable en termes de charge de travail ou de longueur. Moi, par exemple, mon stage final en M2, j'avais choisi un stage qui se terminait en mai pour me permettre, à partir de juin, d'être full-time, à plein temps sur ma préparation. Voilà, ça fait partie des éléments de stratégie évidemment à avoir, et ensuite, ça vous pourrez en discuter avec les gens que vous connaissez qui ont passé les concours, vos profs et compagnie. Mais il ne faut pas aussi oublier de se faire plaisir, parce que si on prend quelque chose qui ne nous intéresse pas parce qu'il faut cocher une case ou parce qu'on se dit qu'on pourra travailler davantage, on risque aussi de se démotiver, alors qu'un bon stage, au contraire, c'est très complémentaire d'une bonne préparation. Je te rejoins tout à fait, ça permet de redonner un petit peu de carburant quand on arrive à la fin de ses études et qu'il reste encore 6 mois avant le concours et qu'on est peut-être un petit peu fatigué. D'une certaine manière, c'est de la bonne fatigue aussi, c'est un rythme de travail et une découverte de sujets. Et quand on est peut-être même non juriste et qu'on va au Conseil d'État et qu'on arrive à passer la procédure de sélection, ça peut être encore plus intéressant pour adopter ce style administratif en droit, ces petits termes techniques, l'office, les pouvoirs du juge, Totalement. toute une série de choses qu'on ne comprend
vraiment rapidement que quand on fait un stage en juridiction. Je pense aussi. On arrive sur la fin de ce podcast. Alors avant de te demander le mot de la fin, il y a forcément un ou deux conseils de lecture. Tu nous as parlé un peu plus tôt qu'il y avait une matière optionnelle que tu aurais voulu proposer à Sciences Po sur justement la littérature et l'administration. Est-ce que tu as un ou deux ouvrages sur les concours qui te semblent bons ? Alors moi j'avoue que j'ai un petit péché mignon, et comme tu le disais, c'est la littérature, donc je vais citer un roman, et plutôt un cycle de romans, Les Hommes de bonne volonté de Jules Romain. Alors c'est un cycle de romans un peu intimidant sur le papier puisque c'est 27 tomes et je pense à peu près 5000 pages, mais ça se lit très facilement, donc je trouve que c'est une bonne lecture d'année de prépa, parce que c'est pas lire Proust ou Nabokov le soir en rentrant, c'est pas forcément facile quand on est dans une préparation, et je dis ça sans rire. Enfin, c'est vrai que du point de vue de l'intensité intellectuelle de ce qu'on fait, débrancher à 23h en reposant sa dernière fiche, c'est pas si facile, donc je trouve que voilà, ça se lit vraiment bien. Et puis en fait, ça raconte l'histoire de toute une série de personnages, je sais pas, il y en a peut-être 50, 100 dans le cycle, dans la France de la première moitié du XXe siècle, de 1907 ou 8 aux années 30, et avec des personnages de toutes les classes sociales. Et au-delà d'être une bonne lecture de soirée en prépa concours, c'est aussi une référence que je pense j'ai dû caser dans à peu près chacune de mes copies de culture générale, parce que justement cette vision qu'avait Jules Romain de faire un roman unanimiste qui décrive l'ensemble de la société française, ça te permettait d'avoir des personnages politiques. Il y a un député qui devient ministre, il y a un instituteur qui incarne un peu les hussards noirs de la République, il y a des anarchistes, des artistes, et qui incarnent finalement la diversité de la société, et qui, je trouve, me donnait quasiment toujours une référence pour toutes mes copies. Parfait, c'est une sorte de Balzac peut-être un petit peu en décalé, un peu plus moderne. Il y a un peu de ça, oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu utilitariste de penser comment se servir de référence, mais c'est super important. Tu déconnectes, tu te fais plaisir, et en même temps, c'est une référence un peu pas de côté original. Je ne l'ai pas vu dans le manuel d'Hugo Cognez de culture générale, donc tu gagnes forcément des points en mettant ce genre de référence. Merci pour ce cycle d'ouvrages. Le mot de la fin ? Déjà, merci beaucoup David pour ton accueil et pour ce podcast. C'était super intéressant d'avoir cette conversation. Et puis pour les gens qui nous écoutent, qui réfléchissent à passer les concours, qui les préparent actuellement, c'est c'est un très beau choix. Il y en a d'autres. Je ne pense pas qu'il faille se dire qu'on fait la meilleure chose du monde. Il faut aussi pas oublier que la société française a besoin de plein d'autres choses que de fonctionnaires, mais elle en a aussi besoin. Donc vous faites un bon choix, et j'espère vous croiser bientôt. Merci pour ces mots et pour ce mot d'encouragement à nos auditeurs. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Aussi, vous pouvez retrouver plus d'informations sur les réseaux sociaux et me soutenir pour continuer à produire des épisodes en donnant sur la page Tipeee d'Ambition Publique. Toutes les informations sont dans la description. Enfin, surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir. Donc continuez à vous renseigner, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.